On va parler de l'empreinte environnementale du numérique en France. Alors, c'est à l'occasion de notre baromètre. Vous savez, chaque mois, on fait un baromètre avec la société Optimis, qui est une place de marché justement pour placer des freelances, des développeurs, des chefs de projet dans les entreprises. Donc, c'est plus de 6000. Frédéric Dumac, bonjour. Patron d'Optimis. C'est combien de profils aujourd'hui qui sont sur la... On a à peu près 250 000, un vivier de 250 000 consultants sur tous les métiers. Et puis de l'autre côté, des entreprises qui cherchent... des centaines. Et alors d'habitude, on faisait ce petit baromètre, mais ce mois-ci, on change un petit peu de main parce qu'il y a un sujet qui est quand même assez important. C'est justement cette empreinte environnementale. Et justement, on va revenir dessus avec vous, David Marchal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur exécutif adjoint expertise et programmes à l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et alors, oui, on dit tous, alors le numérique, c'est 4%, c'est autant que le transport aérien et tout ça. Une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin. Donc aujourd'hui, vous avez fait un rapport pour mesurer déjà, parce que si sans mesure, on ne peut pas enclencher des actions. Et alors, quels sont vos premiers constats ? Déjà, c'est important de rappeler que le numérique sert aussi à éviter des impacts environnementaux. Quand on fait une visio plutôt que de prendre l'avion, évidemment, on évite des impacts. Maintenant, c'est pas si évident que ça que le numérique permet systématiquement d'éviter des impacts environnementaux. C'est quelque chose qu'il faut quand on fait tourner nos présentations par email. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, le numérique a aussi un impact sur l'environnement. Et l'idée de ce travail qu'on a mené avec l'ARCEP, c'était de mieux qualifier ces impacts. Et puis, on va également, prochainement aussi publier une vision prospective, comment vont évoluer ces ensuite, impacts. Le but, c'est de lancer des actions et dire, voilà, pour tel type tout à fait. Alors, qu'est-ce que, dans les premiers conclusions, les premières, ce que l'on apprend de ce rapport, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous... Alors déjà, tout à fait. Alors c'est un rapport dans lequel on a regardé l'empreinte globale du numérique sur tout son cycle de vie, fabrication, utilisation. Puis on a regardé aussi tous les impacts, pas uniquement le climat, mais également les impacts sur les ressources. Les matériaux utilisés. Et ce qu'on apprend dans cette étude-là, c'est notamment que l'empreinte CO2, déjà dans un premier temps, ça représente 2,5% aujourd'hui de l'empreinte CO2 de la France, le numérique. Alors 2,5%, ça peut paraître assez faible. Là, on parle rapporté à l'empreinte de la France, y compris l'importation de produits. Mais en fait, c'est l'équivalent de 12 millions de véhicules qui rouleraient 12 000 km par an. Donc c'est quand même pas négligeable. Pas négligeable. Et le deuxième apprentissage majeur de cette étude, c'est que la consommation d'électricité, si on regarde juste la consommation d'électricité du numérique en France, c'est 10% de la consommation d'électricité aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est tout à fait significatif, 48 TWh. Cette consommation, elle est principalement le fait des équipements, des terminaux, parce que cette étude, elle a regardé les terminaux, les réseaux, les data centers, et 80% de l'impact vient des terminaux. Et puis en plus, pour ne pas simplifier les choses, on a plusieurs terminaux, on a un smartphone, on peut avoir une tablette, on a un PC chez soi, un PC au bureau. Tout à fait, les terminaux, ça peut aussi englober les box, les écrans, les télés, et beaucoup de cet impact provient des écrans, notamment. De nombreux écrans. Frédéric Dumac, chez Optimis, c'est un critère qui devient de plus en plus présent, que ce soit dans les entreprises lorsqu'elles cherchent des profils pour leurs projets, et puis de même côté profil aussi, côté développeur, chef de projet, consultant, tous ceux qui cherchent aussi, c'est... Alors c'est clair, c'est-à-dire que nous, nos clients sont les directions achats, et depuis déjà, on va dire 2 ou 3 ans, la RSE, ce qu'on appelle la RSE, donc, qui n'est pas limitée aux simples impacts environnementaux, qui vise aussi les impacts sociaux, les impacts éthiques dans les achats. Donc tous, 100% aujourd'hui, en 2022, sont passés au RSE, c'est-à-dire qu'ils appliquent à eux-mêmes, donc au sein de leur grand groupe, principalement, c'est nos clients, des pratiques qui visent à acheter mieux, de manière plus éthique, auprès de fournisseurs qui sont beaucoup plus impliqués sur ces aspects-là. Et ils reportent aussi, ça qui est très intéressant, ils reportent cette responsabilité vers leurs prestataires. Nous, on travaille beaucoup avec la prestation, donc moins avec des terminaux de l'achat de matériel, mais c'est, je pense, aussi beaucoup le cas. Le fait que, par exemple, ils achètent beaucoup d'infrastructures aujourd'hui dans le cloud, ou d'applications dans le cloud, leur permet de reporter aussi cette responsabilité, puisqu'ils achètent moins de machines, et ils reportent ça à des prestataires à qui incombe la responsabilité
de ces vous sentez impacts. une certaine pression, bon, on va dire amicale, mais voilà, de la part des grandes entreprises qui viennent chercher des profits chez vous, ils mettent... Alors, ça se traduit comment, très concrètement ? Systématiquement, c'est dans les appels d'offres pour lesquels on répond, c'est est-ce que vous, entreprise, alors en tant que fournisseur de services, vous adhérez à des chartes, quelles pratiques vous mettez. Alors, c'est des questions qui peuvent être extrêment multiples. L'empreinte carbone du cycle de recrutement, quoi. C'est presque ça. Alors, je pense qu'on y viendra. C'est un indicateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre ne nous demandent pas notre empreinte carbone ou l'empreinte carbone des prestataires, mais je pense que c'est des choses qui sont tout à fait envisageables dans les années futures. Parce que la RSE aujourd'hui, ça veut dire tout et beaucoup de choses, en fait. Hein, et on peut être RSE, on n'est pas RSE ou pas RSE, en fait. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment on mesure, justement, le niveau de compliance avec cette RSE. Et dans la partie empreinte carbone c'était pas l'empreinte carbone des collaborateurs, c'était le deuxième point, pardon. L'éco-conception logicielle. Oui, l'éco-conception logicielle. Quand le cloud est arrivé, on s'est tous dit chouette, la puissance à tout va, du stockage à tout va, et on y va gaiement. Et puis finalement, là aujourd'hui, on doit se recentrer. Oui, mais il y a des exemples quand même assez parlants. Par exemple, quand on diffuse en 4K des vidéos sur un écran qui est grand comme ça, on voit bien que ça consomme plein de ressources partout pour finalement une résolution qui n'est pas utilisée en fait sur l'écran. Et donc ça, les diffuseurs de médias ont évolué sur ce point-là. Donc, l'éco-conception logicielle, c'est aussi finalement éviter un peu de gâchis quand il y en a. Oui, puis ça c'est important. Puis pour ceux d'une certaine génération, rappelez-vous, on développait, il fallait que ça tienne dans une disquette. Avant c'était ça. Alors on prenait 3 ou 4 disquettes, mais c'est ça. Et là aussi, c'est un des critères que l'on retrouve là chez les développeurs. On recherche un peu cette compétence. Alors ce qu'il y a dit, c'est vrai, c'est nouveau. Nos clients, clairement, nous font assez peu de demandes de ce qu'on appelle de Green IT, de spécialistes Green IT, ça, pour optimiser du code. Alors pour l'optimiser plus sous l'angle de la performance, des temps de réponse plus que sur les capacités de stockage ou la limitation de la puissance algorithmique pour limiter le nombre de machines. Aujourd'hui, on a très très peu de demandes qu'on associe à cette spécialité de Green IT. D'accord. Mais on suppose que dans les prochaines années, et ce que disait David, il faut éduquer, il faut expliquer. Ces pratiques-là, elles ne sont pas encore complètement intégrées auprès des et c'est à vous, patron d'Optimis, avec ce type de plateforme, d'éduquer un peu aussi, parce que vous jouez ce rôle d'intermédiaire entre des développeurs, tous ceux qui sont qui ont les mains dans le cambouis dans les projets, puis ceux qui les commandent. Vous avez raison, c'est ce qu'on appelle la labellisation, le scoring, c'est-à-dire qu'on peut très bien aussi nous labelliser des prestataires ou des personnes, des freelances, parce qu'ils ont une démarche RSE green qui est beaucoup plus forte que d'autres. Il existe un label numérique responsable. C'est aussi des choses qu'on peut relayer. On sent aujourd'hui qu'il y a un engagement, il y a une volonté, évidemment, on est tous engagés, mais parfois on a encore du mal à franchir le pas, c'est un peu ça Oui, après il y a plein de bonnes pratiques. Par exemple, pour les particuliers, le fait d'acheter des équipements reconditionnés, ça permet de limiter, de réduire de 80% l'impact carbone par rapport à l'achat d'un téléphone neuf, par exemple. Et donc, quelque part, ce reconditionnement, c'est une action... C'est par petites touches, selon vous, que l'on va y arriver, David Marchal, de l'ADEME ? C'est important de donner des marges qui sont accessibles. De pas dire, la réglementation, c'est ça. Exactement. Il n'y aura plus de moteur thermique en 2035. Exactement. Après, la réglementation est active sur le sujet du numérique. Il y a des informations qui arrivent sur les factures des consommateurs pour avoir un peu l'impact CO2 de leur consommation numérique. Les choses se mettent en place petit à petit. Bon, un prochain indicateur, alors, Frédéric, ce sera l'empreinte CO2 du recrutement ? Je pense que on va y venir, on va y venir. Eh bien,